Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Au sommaire, aujourd'hui, nous reviendrons d'abord sur la mort de Georges Pernou, ancien présentateur de l'émission Thalassa sur France 3. Ensuite, nous analyserons en profondeur l'événement de la semaine, l'incroyable censure totale des GAFA contre Donald Trump après l'envahissement du Capitole par certains de ses partisans. Nous reviendrons ensuite sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre traditionnelle revue de presse. Et enfin, nous conclurons cette émission par une étude des moyens de lutter contre cette censure qui touche Trump, ses soutiens et plus largement tous les dissidents dans le monde. Immédiat numéro 331, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle d'une figure de la télévision, Georges Pernou. Oui, Georges Pernou qui présentait Thalassa, qui a été une émission qui a duré très longtemps avec beaucoup de succès, beaucoup de soutien finalement, est mort après avoir été viré d'ailleurs de l'émission, puisque Madame Ernotte, la patronne de France Télévisions, l'avait viré. Il dit gentiment pousser vers la sortie. Pousser vers la sortie, voilà, oui. Moi j'appelle ça virer, je parle pas la langue de bois ni la novlangue, avec comme argument que les audiences baissaient, sauf que depuis qu'il a été viré, les audiences ont encore davantage baissé. Et en fait, il avait été viré à la suite d'une campagne, notamment de Télérama, qui lui reprochait d'être un peu franchouillard et de ne pas être assez militant. Il n'avait pas fait de reportage sur les clandestins traversant la Méditerranée, par exemple, et donc il avait été épuré pour deux raisons, à la fois comme homme blanc de plus de 50 ans et comme pas assez politiquement correct. C'est intéressant de noter que la personne qui l'avait viré, à l'époque, qui était une adjointe de Madame Ernotte, est aujourd'hui l'adjointe de Sibylle Veil à France Info, chargée de la stratégie éditoriale, ce qui est une manière polie de dire stratégie politiquement correcte et d'éradication des gens qui ne plaisent pas. Passons au premier sujet, censure de Trump, le coup d'État de la gauche et des GAFA. C'était la nouvelle la plus incroyable de la semaine. Le président des États-Unis a annoncé battu dans une élection encore aujourd'hui largement contestée dans laquelle il a réuni plus de 75 millions de voix. Le président des États-Unis, Donald Trump, a vu ses différents comptes sur les réseaux sociaux supprimés, Twitter, Facebook, etc. Et pour bien comprendre comment la situation a pu dégénérer à ce point, retour sur les événements du Capitole et leur traitement par les médias, avec tout d'abord la focalisation médiatique énorme sur des dégâts qui sont somme toute très faibles. On a par exemple un tweet du New York Times sur le passage d'un aspirateur au Capitole pour nettoyer les dégâts, et un journaliste américain qui tweet sur quelques boiseries cassées et un déodorant abandonné. Jean-Yves, ce ne sont pas des dégâts colossaux. Non, alors évidemment, il y a le symbole de l'occupation provisoire d'une assemblée politique, bien sûr, mais par une foule, dans l'ensemble, plutôt bon enfant et parfois un peu loufoque, décalé, on va dire. Ouais. Et on en a fait une atrocité mondiale. En fait, quand je dis que c'est bon enfant, il y a malgré tout 2 morts. Un policier qui est mort assez longtemps après les événements, mais on attribue à une bousculade ou à des coups reçus pendant les événements son décès. Et puis, surtout, cette jeune femme, Ashla Babbitt, qui a été abattue de sang-froid par un tir policier
à la tête, pas seulement un tir qui aurait pu la neutraliser de manière un peu moins définitive, on va dire. Oui, il n'y avait pas eu de sommation, de tir en l'air ou de tir dans la jambe. Voilà. C'est directement visé une partie. Voilà, donc en l'occurrence, pour le reste, c'est plutôt effectivement quelque chose de bon enfant. En tout cas, la manière dont c'est traité est totalement disproportionnée. Et puisqu'on évoque la mauvaise foi des médias, eh bien, je vous propose de regarder un extrait du journal d'Arte le 12 janvier dernier sur un discours de Donald Trump. Le président battu a continué à jeter de l'huile sur le feu, affirmant qu'il n'encourageait personne à la violence, à la différence des démocrates qui veulent le démettre de ses fonctions. Ils sont extraordinaires, Arte. Ils disent Donald Trump met de l'huile sur le feu, alors qu'ils disent eux-mêmes qu'ils n'appellent pas à la violence et qu'au contraire, il appelle à éviter la violence. Simplement, il continue de critiquer son adversaire, Joe Biden. Bah oui, en politique, en général, on critique ses adversaires. Oui, c'est sûr. Sauf évidemment dans les pays parfaitement totalitaires où c'est interdit. Mais on pensait que les États-Unis étaient une démocratie, mais c'est sans doute une erreur. En tout cas, c'est vrai que le fait de dire qu'il remet l'huile sur le feu alors qu'il appelle à la non-violence, c'est assez extraordinaire. Bon, c'est Arte. Mais c'est efficace, parce que les gens retiennent, ils mettent l'huile sur le feu. Vrai. Voilà ce que les gens vont retenir. Ils mettent l'huile sur le feu. C'est un mensonge, c'est un bobard, mais ça s'imprègne dans les cerveaux. Oui, surtout que le téléspectateur moyen d'Arte est peut-être très réceptif à ce genre de bobard, quoi qu'il arrive. Donc oui, parce qu'il se croit intelligent en plus. Ouais. Alors, on a également, dans les manipulations médiatiques qui ont permis à cette censure, qu'on va voir juste après, eh bien, l'absence de condamnation des émeutes Black Lives Matter, qui ont été bien plus violentes et durables durant les derniers mois, Jean-Yves. Là, les médias étaient plus modérés. Oui, alors on avait montré à l'époque une scène où un média dit une manifestation majoritairement pacifique sur fond d'immeubles en feu. Alors bon, c'est pas impossible d'ailleurs que dans une manifestation, la majorité des gens soient pacifiques, mais il y a aussi toujours des minorités qui le sont moins. Et donc, quand c'est des gentils, on ne parle pas trop de ce qui pourrait fâcher. Il y a eu un traitement de ces manifestations tout à fait scandaleux, puisque énormément de violence, beaucoup de morts là, par dizaines. Et tout ça a été occulté évidemment à l'époque par les médias qui maintenant déplorent qu'ils fassent passer l'aspirateur au Capitole. Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable. On avait aussi à l'époque Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, qui avait été interrogée par un média dissident sur le fait que... C'est une appellation d'origine contrôlée gauchiste. Elle a été interrogée donc, pour savoir si elle condamnait les manifestations d'Antifa, les manifestations très violentes, et elle avait refusé de répondre. Ce qui est un aveu. Oui, et elle a toujours son compte Twitter. Mais c'est très bien qu'elle ait toujours son compte Twitter, d'ailleurs. Moi, je suis pour la liberté d'expression, mais pour tout le monde. Ouais. Alors, au cours des dernières années aussi, plusieurs représentants démocrates ont ouvertement appelé à des violences ou à la révolte contre Trump. Et là encore, pas d'indignation majeure de la part des médias. Non, y compris d'ailleurs des personnalités extrêmement importantes, comme Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, qui a appelé à contester l'élection de Trump en 2016, qui a appelé à multiplier les offensives contre lui. Les médias ont continué d'en parler. C'est normal d'ailleurs, c'est normal. La liberté d'expression, d'accord, mais pour tout le monde. Dernier point qui était intéressant à vous montrer, eh bien, c'est que quelques heures, quasiment quelques jours après les événements du Capitole, eh bien, le FBI diffusait plusieurs avis de recherche sur les abribus de Washington, Jean-Yves. Oui, alors c'est pareil, on n'a pas vu d'avis de recherche pour les émeutiers violents de Black Lives Matter. Donc, en tout cas, pas aussi rapidement et aussi massivement. Toujours deux poids, deux mesures, deux poids, deux mesures. Et Jean-Yves, eh bien, l'image qui a résulté de tout ça, c'est bien celle du compte Twitter de Donald Trump qui était suspendu, une décision incroyable, et qui intervient finalement après cette campagne médiatique. Oui, voilà. Alors la campagne médiatique a fait monter la sauce et rendu possible la censure. C'est classique. Campagne de diabolisation. La diabolisation, ça peut permettre la fraude électorale. Celui qui s'oppose à la fraude électorale est à nouveau dénoncé par les médias, rediabolisé par les médias parce que on dit il est mauvais joueur, il n'accepte pas de s'être fait voler. Et au final,
eh bien, ça permet la censure, parce que comme c'est le mal, eh bien, on peut censurer le mal. C'est ça la philosophie générale. Donc c'est une articulation entre une campagne médiatique violente et une décision quand même proprement hallucinante du réseau social Twitter de fermer le compte du président des États-Unis qui a 80 millions de suiveurs, peut-être davantage, plus, autant que d'électeurs, en quelque sorte. Oui, c'est exactement ça. Alors, la justification de Twitter, Jean-Yves, c'était la suivante. Il aurait incité à la violence. Alors, c'est avec beaucoup de conditionnels et de pincettes, puisqu'ils ont un peu de mal, en fait, à le justifier. Donc, il déclare que dans le tweet dans lequel il disait ne pas vouloir se rendre à la cérémonie d'investiture, eh bien, ce tweet constituait un appel à la violence. Pourquoi ? Eh bien parce que cela critiquait la légitimité de l'élection et qu'en plus, le fait qu'ils disent ne pas s'y rendre pourrait être vu par certains terroristes républicains comme le feu vert pour une action violente, puisque Donald Trump n'était pas sur place et ne risquait pas d'être blessé. Voilà, alors c'est un peu laborieux comme explication, c'est pas vous qui êtes laborieux, Nicolas, c'est l'explication de Twitter. C'est intéressant parce que ça prouve que quand on dit qu'il faut supprimer des comptes qui incitent à la haine ou à la violence, on voit qu'on peut mettre absolument n'importe quoi derrière. N'importe quoi derrière. En l'occurrence, Trump ne va pas assister à l'investiture de son successeur, dont il considère, à tort ou à raison, en tout cas il a le droit de voir l'opinion, que c'est une investiture volée, une élection volée. Il n'y a aucune obligation de sa part d'y être, c'est en rien une incitation à la violence. Enfin, c'est incroyable. Donc là, on a ça et on peut se dire finalement, Jean-Yves, que quelqu'un qu'on a tant accusé d'être dictateur, finalement, il est censuré. Normalement, le dictateur censure, et là, il est censuré. Je prends l'exemple, la Corée du Nord, qui est considérée comme le paradigme, à tort ou à raison, de la dictature, c'est plutôt Kim Il-jung qui censure que Kim Il-jung qui est censuré, jusqu'ici. Bon, là, c'est l'inverse. Alors, Trump a peut-être commis une erreur. C'est qu'il a été dans une situation de confrontation avec les grands comptes, les GAFA, Facebook et Twitter notamment, mais il n'a pas utilisé finalement la loi pour ce qu'il aurait pu faire. Il aurait pu développer des lois antitrust pour éviter la constitution de ces monopoles. Il leur a fait une guerre verbale, en quelque sorte. Il aurait peut-être dû aller plus loin. Et maintenant qu'il a perdu le pouvoir, il se venge. Ils ont eu peur et ils se vengent. Il faut se souvenir la scène où M. Dorsey, le patron de Twitter, est au Sénat interrogé par le sénateur Ted Cruz. Il n'est pas fier. Il est pas fier parce qu'il ne sait pas justifier ses positions. C'est-à-dire que ce monsieur, qui est un milliardaire très puissant, quand il est dans une assemblée où on lui pose des questions, c'est un petit garçon. Et ça, c'est peut-être de cela aussi qu'il se venge. Et justement, c'est un des éléments d'explication d'Éric Zemmour qu'on va écouter tout de suite sur ce qu'il appelle un coup d'État. On a parlé de coup d'État pour cette histoire du Capitole qui paraît dérisoire aujourd'hui, à côté de ce qui se passe et des enjeux autour des GAFA et de... En fait, je pense que le vrai coup d'État, il est là. C'est-à-dire que nous sommes même à un changement de légitimité. Les GAFA ont dit, la légitimité, c'est nous. Le type, il est élu là, mais on s'en moque un peu. L'important, c'est la vérité que nous définissons. La guerre était déclarée, qu'il y avait une guerre entre les GAFA et Donald Trump. Et que l'erreur de Donald Trump, ou sa faiblesse, ça a été de ne pas aller au bout. Et donc là, les GAFA prennent leur revanche. Comme d'habitude, il y a peu de choses à ajouter à ce qu'a dit Éric Zemmour, mais c'est effectivement un basculement de légitimité. C'est plus le peuple qui a la légitimité, c'est les GAFA qui décident qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler. Les GAFA, c'est quoi ? C'est quelques milliardaires servis par des armées de modérateurs gauchistes. C'est vrai que les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, auxquels on peut rajouter, en tout cas dans le cas présent, Twitter et d'autres, toute la Silicon Valley, en fait, tout simplement. Oui, la Silicon Valley, oui.
Et Jean-Yves, eh bien, on trouve des contestations de cette dictature des GAFA jusqu'au Figaro. Oui, alors avec un article de Régnier, c'est intéressant parce qu'on va dire Zemmour, vous, moi, c'est l'extrême, c'est les méchants. Régnier, c'est le président de la Fondation pour l'innovation politique. C'est un LR modéré, mais c'est plutôt un vrai intellectuel. Ouais. Donc, il voit qu'il y a vraiment un enjeu de légitimité, un enjeu de principe derrière cette censure. Et là-dessus, il fait la même analyse que Zemmour, à juste titre d'ailleurs. Et on voit qu'il y a des points quand même qui sont gênants dans cette décision de Twitter. On le voit par exemple avec cette analyse d'une juriste qui déclare que certains spécialistes considèrent que les comptes détenus par les élus et les autorités publiques seraient soumis au premier amendement. Elle écrit « D'ailleurs, les tribunaux ont condamné Trump pour avoir bloqué des citoyens américains sur Twitter au motif que son compte était un forum public, un espace public protégé par le premier amendement. » Donc Jean-Yves, d'un côté c'est protégé par le premier amendement, de l'autre ça l'est pas. Alors le premier amendement aux États-Unis, il est fondamental, c'est l'amendement qui protège la liberté d'expression. Et d'ailleurs, il n'y a pas les lois liberticides que nous avons en France, elles ne sont pas possibles aux États-Unis. Donc c'est une liberté d'expression très protégée qui est maintenant totalement bafouée par ces grandes firmes privées. Or, il y a eu effectivement des décisions de justice qui ont considéré que les comptes publics devaient être protégés aux États-Unis par le premier amendement de la Constitution. Et donc, de ce point de vue-là, Twitter est hors la loi, hors la loi américaine. Et Jean-Yves, quelque chose qui est très intéressant, c'est que Twitter, même, est hors la loi, on va dire, par rapport à sa propre éthique, puisqu'il y a quelques mois, Twitter avait envoyé une lettre aux sénateurs républicains qui avaient posé la question des sanctions possibles contre des comptes Twitter d'officiels iraniens appelant à la violence contre les États-Unis. Et voici la réponse de Twitter. « Il n'y a pas de place sur Twitter pour les organisations terroristes ou violentes. Mais Twitter n'applique pas cette règle aux entités gouvernementales ou militaires car il est d'intérêt public de connaître leurs déclarations. Quel que soit l'agenda politique d'une nation, refuser nos services aux dirigeants d'une nation en période de pandémie serait à l'opposé de notre objectif en tant qu'entreprise, à savoir servir la conversation publique globale. » Ça, c'est assez juste. Ouais. C'est assez juste. Je crois que il faut laisser, en particulier tous ces comptes publics, il faut les laisser s'exprimer. C'est une manière de nous permettre de nous informer. C'est intéressant de savoir ce que dit l'ancien Premier ministre malaisien ou ce que dit tel chef d'État islamiste. Oui, c'est intéressant. Alors simplement, à partir du moment où on dit ça, c'est totalement discriminatoire de dire il n'y a pas de problème pour les Iraniens, les Malais, les Turcs, que sais-je encore, mais il y a un problème avec le président des États-Unis. Ça, c'est discriminatoire. Ouais. Hein ? Alors que je croyais que la discrimination, c'était mal, moi. Alors je comprends plus. Alors ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on a eu une publication de Twitter très récemment, c'était hier, par rapport aux élections en Ouganda. À l'approche des élections en Ouganda, des rapports nous parviennent sur le fait que les fournisseurs d'accès à Internet ont pour ordre de bloquer les réseaux sociaux. Nous condamnons vigoureusement les blocages d'Internet. Ils sont extrêmement préjudiciables, violent les droits humains et le principe d'un Internet ouvert, l'accès à l'information et à la liberté d'expression, incluant les échanges publics sur Twitter, n'est jamais aussi important que durant le processus démocratique, particulièrement durant les élections, Jean-Yves. Ça veut dire que le Twitter se préoccupe davantage de la liberté des élections en Ouganda. Il y a dû avoir Amin Dada, je crois, comme président à un moment en Ouganda. Je connais pas. Ça rappellera des souvenirs aux plus anciens. Alors, il se préoccupe de la démocratie, de la validité des élections en Ouganda, mais pas aux États-Unis. Quand même extraordinaire. Ouais, ça fait rire beaucoup de monde. Vérité en Ouganda, erreur à Washington. Et vous parliez il y a quelques instants de différents comptes qui existent encore sur Twitter alors qu'ils appellent clairement beaucoup plus à la violence que Donald Trump, puisqu'on a vu que les explications de Twitter étaient très 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 ampoulées pour essayer de trouver un soupçon d'appel à la violence. Là, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin pour certains. Le docteur Mohamed Mahati, qui est un personnage tout à fait important, qui a été Premier ministre de Malaisie pendant près de 30 ans, à la tête d'un parti qui s'appelait d'ailleurs le National Front, je signale, en version anglaise. Bon, je passe les détails.
qui a défendu à la fois les valeurs asiatiques et les valeurs musulmanes, a appelé, après les déclarations de Macron sur l'islamisme, il trouvait normal qu'il y ait des millions de Français qui puissent être tués. Bon, on lui laisse son compte. Bon, je comprends d'ailleurs, parce que c'est un personnage tout à fait important, le docteur Mahathir. Je me permets juste de relire le tweet, il est quand même exceptionnel. Les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé. Voilà. Bon. Mais c'est toujours en ligne, il a toujours son compte. C'est toujours en ligne. Honnêtement, moi, ça ne me choque pas qu'il soit en ligne. Mais alors, il ne faut pas nous raconter qu'on interdit les tweets. Le problème, le vrai problème aussi derrière ça, c'est qu'on ne sait pas comment faire des recours contre ces grandes entreprises. Ouais. Parce que où les comptes ont des statuts publics, et à ce moment-là, ils sont protégés par un statut public. Ou on nous dit parfois, oui, mais c'est un contrat. Il y a des gens qui disent c'est un contrat, vous passez un contrat avec Twitter, et donc ils peuvent dénoncer le contrat. Oui, mais s'ils peuvent dénoncer le contrat, s'ils le dénoncent de manière déloyale, discriminatoire, il doit y avoir la possibilité de les poursuivre. Ouais. Si vous allez chez un boulanger qui vous refuse une baguette de vous vendre du pain, vous pouvez le poursuivre pour refus de vente. Ouais. Et bien, c'est exactement ce qui devrait pouvoir se passer contre ces grandes entreprises. Alors Jean-Yves, cette censure, elle a donc été énormément commentée par différents acteurs, notamment par des journalistes. Et on a, Jean-Yves, des journalistes qui s'en sont réjouis. Par exemple, Jean Quatremer et Thomas Legrand de France Inter. Alors Thomas Legrand, journaliste du service public. Thomas Legrand, il faut savoir qu'il a commencé sa carrière en menant des campagnes de dénonciation du Front National. C'est d'ailleurs beaucoup de journalistes, moi je connais beaucoup de journalistes qui ont commencé leur carrière comme ça, c'est facile. Ouais. En plus, vous pouvez raconter n'importe quoi, de toute façon, à partir du moment où c'est susceptible d'être nuisible à quelqu'un de politiquement incorrect, c'est bon. Donc il a commencé sa carrière comme ça, Monsieur Legrand, et carrière qui continue. Alors il a eu cette phrase assez jolie, il a dit « Nous avons l'honneur d'être la quintessence du bobo ». Voilà. C'est beau. C'est beau. C'est le bobo de service public. Alors on a heureusement quand même des journalistes qui s'insurgent ou en tout cas questionnent cette censure. On a par exemple Jean-Bernard Cadier de BFM, Régis Le Sommier de Paris Match ou encore Amandine Rebourg de Nice Matin. Et on a également Langlais, l'économiste de TF1. Faut-il qu'on ait une idée claire des critères de Twitter ? Au moment où il censure Trump, il laisse ouvert le compte de M. Duterte, aux Philippines, qui nous explique comment il a zigouillé de ses propres mains les narcotrafiquants. Il laisse ouvert le compte de Ali Khamenei, qui appelle quasiment à la guerre sainte du matin au soir. Erdogan. Pardon, mais je comprends votre logique, mais quel est l'intérêt de Twitter ? Si on est un peu cynique, hein, on observe que, comme par hasard, ça intervient après que Trump est perdu, au moment où les démocrates sont là, où au fond, Twitter vole vers la victoire. On a entendu la Chine rigoler bruyamment de tout cela, hein, qui nous explique, écoutez, quand les manifestants sont intervenus au Parlement de Hong Kong, nous avons fait intervenir la police, vous nous avez critiqué, cette fois-ci, c'est les manifestants que vous critiquez. Et puis à l'inverse, quand nous avons fermé les comptes, ça n'était pas Twitter, mais c'était l'équivalent, c'était WeChat, des opposants. Vous avez dit, atteinte à la démocratie, aujourd'hui vous vous félicitez du fait que Twitter le fait. Ça perd l'hypothèse. Alors l'anglais, il est implacable. D'ailleurs, on voit à Paty, il est complètement dans les cordes. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est l'anglais, c'est un type qui raisonne quand même assez solidement et qui a une certaine indépendance d'esprit. Ce qui est intéressant, c'est les autres que vous avez cités. Les journalistes de BFM, de Paris Match ou de Nice Matin, qui sont quand même assez représentatifs du peuple journalistique et qui, en l'occurrence, là, semblent divisés entre ceux qui hurlent avec les loups, ceux à quoi ils sont habitués, et puis ceux qui disent quand même, mais où est-ce que ça va s'arrêter ? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Ouais, il y a un vrai débat au sein des journalistes, quoi. Autre intervention en soutien de Donald Trump, celle d'Henri Guénaud. À partir du moment où ces entreprises décident, au nom de leur conception de la liberté d'expression, au nom de leur idéologie, hein, ils disent c'est pas nos valeurs, c'est pas nos principes. Alors là, c'est plus neutre. Là, ça ressemble à un journal d'opinion. Donc, ce sont des éditeurs. Si ce sont des éditeurs, ils sont responsables de tout ce qui passe sur leur... C'est ingérable, hein, Si on fait une émission enregistrée avec vous et qu'on raconte des choses innommables, l'éditeur, c'est-à-dire la chaîne, sera
coupables, complices de ce que nous aurons dit. Le contrepoison de tout ça, c'est qu'il y a une liberté de la presse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journaux, comme il y a beaucoup de partis, et que chacun s'aligne, et que voilà. Mais comme on est dans une position monopolistique de la part des GAFA, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ce qui se passe là est extraordinairement inquiétant, quelles que soient les raisons, même si on déteste Trump. Il pose une vraie question, parce que de deux choses une, où ces plateformes, ce sont des tuyaux dans lesquels passent des contenus dont elles ne sont pas responsables. Ou, et dans ce cas-là, eh bien, on laisse passer tous les contenus, y compris celui de M. Mahathir, d'accord, mais aussi celui de M. Trump. Ou, ces grands organismes sont des éditeurs. Ils sont responsables du contenu. Ils contrôlent le contenu. Et dans ces cas-là, ils doivent pouvoir être poursuivis pour les contenus qu'ils donnent. Et là, il y a vraiment une contradiction du côté de ces grands organes. Est-ce que vous fournissez des tuyaux ou est-ce que vous contrôlez les contenus ? Surtout que, comme le dit Henri Guénaud, le contrepoids à la responsabilité et donc au contrôle du contenu, c'est la diversité d'offres pour permettre à plusieurs tendances de s'exprimer. Ce qui est alors là, on a une offre monopolistique, voilà. C'est-à-dire quelques milliardaires de la Silicon Valley. Donc c'est un vrai problème qu'on va essayer de résoudre dans... Faut se souvenir d'ailleurs dans l'histoire des États-Unis, il y a eu au 19e siècle de grands mouvements populistes antitrust. Alors à l'époque, ils étaient contre les trusts des chemins de fer ou de la sidérurgie, enfin c'était l'économie du 19e siècle. Et il y a eu des lois antitrust très importantes. Ouais. Très importantes. À suivre aussi, ça se fera sur les économies numériques. Passons à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, eh bien, Jean-Yves a un petit tweet humoristique de Renaud Camus. Toute la presse en France, c'est la dépêche du Dimi, et non pas la dépêche du Midi. Il souffre beaucoup de la dépêche du Midi, Camus, puisqu'il habite précisément dans le Midi. Donc les tweets de Camus sont tous des petits bijoux, hein, donc très courts, très drôles. Le jeu de mots est bien trouvé. Voilà. Autre actualité médiatique, eh bien, c'est toujours un tweet, celui de France Info, qui d'abord présentait le procès de Taha Bouaf, qu'on connaît bien immédiat. Le procès du journaliste militant Taha Bouaf s'est reporté. Son avocat soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Et eh bien, l'adjectif militant a provoqué une levée de bouclier chez certains commentateurs. Et France Info a donc précisé: l'adjectif militant pour qualifier le travail de journaliste de Taha Bouaf ne s'imposait pas. Nous l'avons retiré du titre de l'article. Nos excuses à l'intéressé et à nos lecteurs. Alors, s'il y a un journaliste, entre guillemets, militant, mais c'est presque un pléonasme, ceci étant, journaliste militant, presque un pléonasme. Lui, en l'occurrence, il a été extrêmement engagé dans le clan, dans les opérations Adama Traoré et autres. On l'avait vu à Tolbiac mentir, raconter qu'il y avait eu un mort. Enfin bon, voilà. Là, c'est Bombardier, si vous voulez. Oui, mais involontaire ou non. Journaliste militant et Bombardier, c'est un petit peu pléonastique, quoi. En tout cas, c'est ce que France Info aurait dû corriger en disant: nous avons mis journaliste militant, pardon du pléonasme. Alors, on passe toujours au service public, puisque Sybille Veil a des projets. Elle en a fait part dans un entretien au JDD, avec les questions du JDD. Quel est votre projet sur la diversité ? Donc, par exemple, elle parle de Radio France 93, une unité de production en Seine-Saint-Denis qui nous permettra d'y repérer les jeunes talents. Et surtout, le JDD qui pose la question de la discrimination positive. Et à Sybille Veil qui répond: désormais, dans tous nos recrutements, ce critère de diversité sera une préoccupation. Alors, c'est le critère de diversité, c'est pas le critère de talent. En fait, Madame Ernotte a commencé il y a 5 ans l'élimination des hommes blancs de plus de 50 ans. Et je crois que Madame Sybille Veil, qui est aussi une éradécatrice comme Madame Ernotte, elle entreprend l'éradication, pour vous, Nicolas, des hommes blancs de plus de 30 ans. Et on va chercher à recruter sans doute un peu plus de femmes et surtout beaucoup de gens venus des banlieues. C'est l'opération Seine-Saint-Denis qui va permettre de former des gens qu'on fera ensuite venir. Voilà l'opération. Alors c'est assez intéressant de voir
qui est Madame Simone Veil, parce que c'est le sommet de l'entre-soi. Hein. Elle est camarade de promotion de Macron, elle a connu Édouard Philippe au Conseil d'État, c'est la nièce de Jean Veil, l'ami de Duhamel. Habitué de la villa, la fameuse villa. Habitué de la fameuse villa. Bon, enfin, c'est absolument l'entre-soi. Alors, son opération, c'est une éradicatrice. Elle a participé, on pourrait le rappeler, à la réforme avec M. Hirsch de la PHP, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, avec les problèmes qu'on a vus au moment de la première vague du Covid, faut pas l'oublier. Et là, elle procède à France Inter, enfin sur Radio France. Ouais. On vire 340 personnes et on en recrute 280. Donc c'est une forme de remplacement. Et d'ailleurs, l'an dernier, quand elle avait présenté ses vœux, elle avait été accueillie par le chœur des esclaves de Verdi. Oui, c'est vrai, il s'était opposé à elle. Même qui s'était opposé à elle. Oui. Alors, en fait, là, et si vous voulez, l'avantage de licencier, de faire partir, c'est que vous faites peur. Et donc, vous avez des gens encore plus soumis, quoi. Voilà. Mais ça fait partie des éradicatrices, comme Madame Ernotte. C'est le même type humain. Et on va peut-être pas s'éloigner tant que ça de ce type humain avec Samuel Gontier, qui est journaliste à Télérama et qui, sur Twitter, eh bien, on peut parler complètement de délation. Hein. Il signale au CSA des infractions justifiant des sanctions, y compris pénales, contre CNews. Voilà. Donc on est sur de la délation. Alors, si vous voulez, en fait, quels sont les deux piliers d'un régime totalitaire ? C'est la délation et la police. Et là, on est dans la délation et on est dans la police, à la fois la police, parce que l'appel au CSA, le CSA, c'est le gendarme de l'audiovisuel, et aussi à la police tout court, puisque on estime qu'il pourrait y avoir des poursuites pénales. Donc là, il est... et d'ailleurs, si vous voulez, il faut bien voir que dans les régimes totalitaires, les plus zélés au service des régimes, je pense que c'était le cas dans le régime national-socialiste, ou dans le régime communiste, ce sont les journalistes. Ouais. Ce sont les journalistes. Et justement, on a un autre exemple avec Dimitri Lours, qui est journaliste au Télégramme, Jean-Yves, et qui, sur Twitter, par rapport à la censure de Donald Trump, déclare vu que c'est le grand soir, est-il possible de se charger du compte de Damien Rieu en appelant Twitter à la censure ? Voilà, c'est pareil, c'est le même objet. Et il y a aussi le tweet de Luc Payon de Libération, adjoint de la rubrique Fake News, qui appelle à dresser la liste des gens qui acceptent des invitations sur CNews pour les ostraciser. Alors, il le dit plus subtilement quand même. Il dit accepter l'invitation de CNews ne doit plus être considéré comme un acte anodin. Donc, si c'est pas un acte anodin, c'est un acte criminel, potentiellement criminel, grave. En tout cas, on avait vu la semaine dernière que Luc Bronner du Monde, c'était la consigne interne à la rédaction de ne pas aller sur CNews. Libération, qui est un peu plus à gauche que Le Monde, pas beaucoup, mais qui dit de même. Alors, il y en a un qui a la faveur des médias, c'est Xavier Bertrand, Jean-Yves. On va l'écouter dans une interview à BFM. On écoute ses propos sur Donald Trump. Il voulait certainement, M. Trump, rentrer en politique pour rentrer dans l'histoire. Avec ça, il est sorti de l'histoire. Donald Trump est sorti de l'histoire avec cela. Lui, il a dressé les gens les uns contre les autres pendant toute sa fonction et avec ce résultat final. C'est involontairement comique. C'est Xavier Bertrand qui parle de quelqu'un qui est sorti de l'histoire, alors que lui-même, ses chances d'y entrer sont quand même assez faibles. Mais on sent l'espèce loutre gonflé qui admet, qui se fait filmer au sein du Louvre par BFM TV. Louvre-Lens. Louvre-Lens, oui, dans une opération de promotion d'un candidat politiquement correct, parmi quand même beaucoup d'autres, quoi. Autre actualité, c'est celle de violences sexuelles commises par un artiste en vogue, Claude Lévesque, plasticien surnommé Néon, qui est visé par une enquête pour viol sur mineur. On apprend dans l'article de 20 minutes qu'un des tapis de ce créateur orne un bureau de l'Élysée. Et surtout, Jean-Yves, ce qui est intéressant, c'est que cet artiste
Il était inquiet du sort des migrants et pourfendait le Front National. Ah oui, il a été inquiet du sort des migrants et pourfendait le Front National, comme d'ailleurs un vice-président du tribunal de grande instance de Paris, inquiet du sort des migrants et soucieux du Front National, qui lui est poursuivi pour proxénétisme. C'est assez logique. Si vous faites un certain nombre de saloperies, vous avez vraiment intérêt à en rajouter dans le politiquement correct. Parce que ça sert quand même de bouclier. Alors, c'est pas un bouclier parfait. Il y a un moment... Mais quand même. Alors, je ne dis pas que tous les gens qui sont politiquement corrects font du proxénétisme ou sont des pédocriminels. Mais plus vous êtes coupable de ce type de délit, plus vous avez intérêt à être politiquement correct. Encore une fois, je ne dis pas que tous les politiquement corrects le sont. Hein. On est d'accord. On garde ça à l'esprit. On garde ça à l'esprit. Passons au deuxième sujet. Face à la censure, que faire ? Après la censure de Donald Trump sur les réseaux sociaux, eh bien c'est quasiment une chasse à l'homme qui a été ouverte, avec par exemple bien les banques qui ont décidé d'attaquer Donald Trump. Le monde des affaires cible les portefeuilles de Trump et de ses partisans, nous apprend l'AFP. Deutsche Bank a décidé qu'elle ne ferait plus affaire à l'avenir avec le président américain ou avec ses entreprises. Signature Bank, une autre banque personnelle de Donald Trump, a commencé à fermer les comptes de l'homme d'affaires qui comptait 5,3 millions de dollars au dernier rapport officiel. Donc Jean-Yves, les banques s'attaquent à Donald Trump. Oui, alors elles se sont attaquées avant à d'autres formations politiques. Hein. Il y a eu par exemple Le Pen ou le Front National ont eu à un moment des problèmes avec les banques. Là évidemment c'est à une échelle beaucoup plus grande, puisque c'est le chef d'État, le futur ancien chef d'État de la première puissance mondiale. Donc c'est à une toute autre échelle. Et ça veut dire que tout le monde est potentiellement menacé par ça. Et surtout, c'est pas seulement sa personne, pas seulement ses comptes personnels, ce qui est déjà hallucinant, mais aussi tout simplement les comptes de ses entreprises. Donc c'est l'interdit économique, c'est l'interdit professionnel. Et toujours dans ce sens, d'ailleurs, on a un article de Forbes, Forbes qui est quand même un média de référence dans le monde des affaires, et dont le journaliste écrit « Que cela se sache dans le monde des affaires, embaucher des compagnons de mensonges de Trump, et Forbes partira du principe que tout ce que votre entreprise dit est un mensonge. Nous allons passer au microscope, vérifier et revérifier, enquêter avec le même scepticisme que nous aurions vis-à-vis d'un tweet de Trump. » Là, je disais tout à l'heure que le régime totalitaire, c'était la délation et la police. Il y a un troisième pilier, finalement, au régime totalitaire, c'est l'interdit professionnel. Et c'est vrai que les régimes totalitaires, on a tendance à penser que ça fonctionne par le goulag ou les camps. C'est vrai, mais pas uniquement, et pas tout le temps. Quand le régime totalitaire est un peu moins dur, les camps deviennent moins importants, c'est ce qu'on a vu à la fin de l'Union soviétique, mais l'interdit professionnel reste extrêmement important. Et ce qu'on voit se mettre en place aujourd'hui, ce sont les interdits professionnels. Voilà. Et on a un autre type d'interdit qui est quasiment professionnel aussi d'une certaine manière. C'est cette maison d'édition qui a décidé d'annuler la publication d'un livre d'un sénateur républicain. Oui, alors que c'est pareil. Ce qui est fondamental, quand il y a eu l'invention de l'imprimerie, il y a 5 siècles, ça a été un formidable essor des libertés. Et on considérait que l'éditeur, son rôle, c'était d'éditer sans tenir compte du fait qu'il soit d'accord ou non avec ce qu'il éditait. Là, c'est une régression formidable. Une régression formidable des libertés, une régression formidable de ce qui a fait la force de la civilisation européenne. Et alors, on quitte le monde de l'édition pour aller sur le monde du numérique avec la fondation Mozilla qui édite notamment le navigateur Internet Firefox qui a approuvé le bannissement de Trump et a même demandé plus de censure. Toujours dans le numérique, Shopify a suspendu son service aux magasins liés à Trump, c'est-à-dire concrètement, Jean-Yves, que quand on se rend sur le site de Trump pour acheter des objets de campagne ou autre, eh bien, on ne peut plus puisque Shopify, qui est le prestataire
massive de ses achats, eh bien, a décidé de rompre son contrat avec Trump. Donc c'est assez incroyable de voir qu'il y a c'est une attaque totale sur tous les plans, quoi. Oui. Et quand on regarde Firefox, la formule, ils disent qu'il faut renforcer la censure, un Internet meilleur. L'Internet, avant, c'est la neutralité du net. Ouais. Maintenant, c'est un Internet meilleur. En condamnant les idées véhiculant la haine, la violence et la suprématie blanche. Alors, je vais commenter la suprématie blanche. On pourrait dire le suprémacisme racial ou suprémacisme religieux. Auquel cas, il faudrait dire on condamne la suprématie blanche, tant qu'elle existe, mais aussi la suprématie noire ou le suprémacisme noir. Et le suprémacisme musulman. Or, le suprémacisme musulman, il se fonde sur le Coran. Donc, jusqu'où va-t-on ? Jusqu'où va-t-on ? Jusqu'où peut-on aller ? Ou alors on tape uniquement sur les uns et on laisse les autres s'exprimer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette affaire-là ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué avec notamment un réseau alternatif à Twitter, le réseau Parler, qui a été attaqué. On le voyait déjà avec cet article de La Croix le 11 janvier. Parler, ce réseau chéri de l'extrême droite américaine, permet encore d'appeler à la violence après l'attaque contre le Capitole. Et très vite, eh bien, ces prestataires de services, Google, Apple et Amazon, ont coupé les ponts avec ce réseau social, le rendant hors service. Il est désormais fermé de manière peut-être définitive. Peut-être et même sans doute définitive, sauf s'il y avait un revirement des GAFA, tout simplement. C'est quand même une nouvelle... C'est quand même inquiétant. C'est quand même extrêmement inquiétant. Alors, la petite nouvelle qui vient légèrement corriger cela, c'est les déclarations de ce matin du patron de Twitter qui commence à mesurer l'ampleur de l'acte liberticide qu'il a commis. Oui, alors il a déclaré la décision... Je résume, était bonne, mais c'est un précédent dangereux. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, Jean-Yves, quand on voit les attaques totales, mais surtout cette censure contre les réseaux sociaux alternatifs, et cette censure qui est en train de s'abattre sur potentiellement tous les comptes dissidents Twitter et Facebook, la question qui se pose, c'est quelles sont les alternatives en termes de réseaux sociaux ? Alors, je crois qu'il faut garder dans cette affaire son sang-froid. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de raison, de mon point de vue, de partir de réseaux sociaux où on peut encore exister. Tant qu'on peut encore exister dans les réseaux sociaux, c'est ce qui permet, type Facebook ou Twitter, pour faire simple, eh ben, il faut continuer à pouvoir... s'exprimer et relayer ses opinions. Donc il n'y a pas de raison de se punir préventivement en partant. Par contre, il faut prévoir le fait qu'on puisse en être chassé, bien sûr. Et donc il faut prendre un certain nombre de précautions préalables. Alors moi je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, abonnez-vous au maximum de lettres d'information, ce qu'on appelle dans le jargon les newsletters, pour continuer à être informé de ce qui se fait. Abonnez-vous à la lettre d'information de TV Liberté, abonnez-vous à la lettre d'information de Paul Émia, de François Dessouche, de Liliane. Abonnez-vous à la lettre d'information. Parce que comme ça, vous saurez ce qui se passe le jour qui peut arriver où les canaux seront coupés. Oui, ça peut être d'un jour à l'autre. Ça peut être d'un jour à l'autre. Et puis, je crois qu'il faut aussi aller sur le réseau Telegram, qui permet à la fois des échanges interpersonnels et qui peut être aussi un fil d'information. Moi, je nourris maintenant régulièrement mon fil Telegram. Je vous invite à m'y rejoindre parce que le jour où on ne pourra plus s'exprimer ailleurs, a priori, ce fil-là continuera. Alors pour le rejoindre, c'est très simple. Il suffit d'aller sur votre application Telegram, d'aller dans la barre de recherche et de taper Jean-Yves Le Gallou et vous allez avoir ce fil de discussion qui va être proposé. Voilà. Dernier point, sans doute faut-il
aller sur Gab, qui est un réseau social qui a déjà beaucoup souffert et donc qui est en quelque sorte durci face à la censure. Voilà ce qu'on peut faire. Pour le reste, pour les messageries privées, les échanges en petits groupes, on peut plutôt aller vers Signal que sur WhatsApp, qui est une filiale de Facebook, avec tous les inconvénients de Facebook. Voilà. Il faut rester mobile malgré tout. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Il faut exploiter ce qu'on peut exploiter, jouer de ses libertés tant qu'on les a et prévoir le pire. On n'en est pas encore à la photocopieuse, mais c'était les dissidents soviétiques travaillaient à la photocopieuse. Voilà. Et la dernière chose, peut-être, c'est qu'il faut aussi aller dans les librairies, lire, parce que si ça ne vous donne pas des informations sur le quotidien, la lecture vous donne des éléments de réflexion critiques. Et donc, allez aussi dans les librairies. Il y a une excellente librairie, d'ailleurs, rue Médicis, c'est la nouvelle librairie. Oui, et puis s'éloigner aussi de temps en temps des réseaux de sa propre volonté, c'est parfois très bien, ça fait du bien de s'aérer un petit peu. Un peu de la gymnastique intellectuelle. C'est mieux parfois de lire un bon livre que d'ouvrir Twitter. Je suis très mal placé pour en parler, mais enfin, j'avoue on peut en parler quand même. Bon. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, puisqu'on parle de censure, diffusez au maximum les émissions immédiates autour de vous. C'est très, très, très important de le faire au maximum pour justement contourner cette censure douce qui peut exister aussi sur les réseaux sociaux. Et par tous les canaux possibles. Exactement. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.